On va parler maintenant des fonctions polynomiales. Et pour arriver aux fonctions polynomiales, on a besoin des structures de modules et puis d'algèbre. Alors on va expliquer ce que ça veut dire, module et algèbre. Donc ce sont des définitions. A est un anneau commutatif unitaire, E est un A-module si il a une loi interne additive qui lui confère une structure de groupe abélien. Et s'il a une loi externe, vérifiant les propriétés classiques, 1 puisque A est unitaire, 1 fois point x égale x, une distributivité, et puis classique aussi. Exemple, A est un A-module, parce qu'à ce moment-là, on prend comme loi externe la loi interne de l'anneau, et elle vérifie tout ça. Mn de R est un R-module, parce que l'ensemble des matrices carrées d'ordre n à coefficient dans R, c'est un groupe abélien. Et on peut multiplier les matrices par des nombres réels, et la multiplication vérifie ça de façon évidente. La notion d'algèbre maintenant. A est un anneau commutatif unitaire, E est une A-algèbre si E est un A-module, donc comme avant, mais avec en plus une seconde loi interne multiplicative, vérifiant les propriétés classiques, c'est-à-dire la distributivité, et puis quand on multiplie par un élément de A. Voilà. La loi n'est pas forcément, c'est-à-dire la seconde loi interne, la multiplication, n'est pas forcément associative, n'est pas forcément commutative, n'a pas forcément d'élément neutre. Si elle a un élément neutre, eh bien on parlera d'algèbre unitaire, commutatif si c'est commutatif, associatif si c'est associatif. Exemple, Mn de R est une R algèbre associative unitaire. Donc j'ai déjà parlé du module, ensuite on a une multiplication effectivement des matrices, c'est une multiplication qui vérifie bien cette distributivité. Et puis elle est bien associative, matrice A fois matrice BC égale matrice AB fois matrice C. Donc elle n'est pas commutative par contre, et puis elle est unitaire parce qu'il y a une matrice unité, bien sûr, celle avec des 1 sur la diagonale. Si A, alors A est lui-même, le A c'est l'anneau commutatif unitaire, évidemment c'est un A algèbre associatif unitaire, la loi externe c'est la loi externe c'est la seconde loi multiplicative de l'anneau. Et donc elle est associative. Comme mon anneau est unitaire, elle est unitaire aussi. Et je pourrais même dire qu'elle est commutative parce que j'ai choisi mon anneau comme étant commutatif. Donc je peux dire commutatif. Donc A de x, l'ensemble des polynômes, est aussi une A algèbre commutatif, associatif unitaire. En effet, addition de deux polynômes, c'est un groupe. Multiplication d'un polynôme par un nombre, il n'y a pas de problème, de toute façon. Et puis, la multiplication de deux polynômes, oui, l'ensemble des polynômes, de toute façon, est un anneau. Et la multiplication des polynômes vérifie évidemment tout ça. En fait, ce qu'il y a derrière cette notion d'algèbre, c'est à la fois le mélange de l'anneau et puis de l'espace vectoriel, sauf que c'est pas avec un corps, mais que c'est avec un anneau. Enfin, un cas dont on aura besoin pour l'ensemble des fonctions polynomiales, c'est si E est une A algèbre, alors l'ensemble des fonctions de E vers E, parce qu'une application polynomiale, ce sera justement ça, est une A algèbre. Alors, je rappelle les opérations pour les fonctions de E vers E, qui sont les mêmes opérations quand on a de E vers F d'ailleurs. AX appartenant à E, on fait correspondre f de x plus g de x, ça c'est f plus g. Pour f fois g, f de x fois g de x. Et pour a fois f, a appartenant à l'anneau, eh bien a point f de x.
Alors, c'est un groupe, avec ça, c'est un groupe abélien, parce que E est un groupe abélien, puisque c'est une A algèbre. Donc, comme c'est un groupe abélien, ici, ça c'est l'addition. C'est l'addition dans E. Donc, elle est commutative, elle est associative. Il y a un élément neutre, il y a un symétrique, donc il n'y a pas de problème. Le symétrique de f, ça va être moins f, parce que f de x plus moins f de x, ça fait le 0 de e. D'accord ? Alors, pour la multiplication, il suffit d'utiliser ça. Hein. Par exemple, si je fais, tiens, j'en prends une, hein, a.f plus g. Alors maintenant, je prends un x appartenant à e. Ça va faire a.f plus g de x, c'est-à-dire a.f de x plus g de x. Donc ça fera a.f de x, ça j'utilise cette structure-là, plus a.g de x, et donc ensuite a.f de x, ben, ça fait pile af en x, et a.g de x, ça fait ag en x. Et ensuite, donc, quand j'additionne, ben, ça fait exactement a.f plus a.g en x. Et puis, ça vérifie ça. Bon, bah, là aussi, j'en prends un. Hein. Par exemple, f fois g plus h. Alors, je fais avec x. Je vais dire que c'est f de x fois g plus h de x. Mais g plus h en x, c'est g de x plus h de x. D'accord ? Et donc après, j'utilise le fait que E est une A algèbre. Donc je vais dire que ça fait f de x fois g de x plus f de x fois h de x. Et comme ça, j'arrive facilement à f fois g plus f fois h en x. Et donc j'ai f fois g plus h égale f fois g plus f fois h sans aucun problème. Voilà. Et donc ça on le fait presque automatiquement sans y penser. Hein. C'est pour ça que j'y accorde pas plus d'importance. Maintenant on va pouvoir parler des fonctions polynomiales. On en arrive aux fonctions polynomiales. A est un anneau commutatif unitaire, E une A algèbre unitaire. On pourra noter grand I son élément unité. Et donc je considère une fonction qui, de l'ensemble des polynômes a de x vers l'ensemble des fonctions de E sur E, qui a au polynôme p de x égale ça, associe la fonction p tilde, qui a x appartenant à E, associe p tilde de x, et là je remplace x, le grand x, par le petit x. Alors, faut bien voir la différence entre ça et ça. C'est que là, on a un objet formel, on a une suite, A0, A1, etc. Et simplement, ça sert à avoir le rang, encore que c'est même pas vraiment utile, de cette suite. Là, par contre, on a remplacé ça par un objet qui appartient à un ensemble dans lequel on peut faire des opérations. C'est une A algèbre. Donc, par exemple, ça peut être des matrices. J'ai le polynôme, je ne sais pas moi, j'ai le polynôme 2 plus 3x, par exemple, je suis sur R, j'ai avec des matrices carrées, eh bien je vais pouvoir faire 2 fois 1, la matrice unité, plus 3 fois, alors mon x, ben, je ne sais pas quel x c'est, par exemple, ça sera moins 1, 5, 0, 3, par exemple. Et si c'est x2, ben, du coup je ferai ça. D'accord ? Donc je vais pouvoir faire des opérations. Et pour pouvoir faire librement ces opérations, toutes les opérations que je veux, ben, j'ai besoin d'avoir un anneau et une algèbre. D'accord ? Et grâce à toutes ces opérations, alors P tilde là, ça s'appelle la fonction polynomiale qui est associée à P. Oui, ce que je voulais dire d'autre aussi, c'est que si je prends une fonction qui est de cette forme-là, hein, par exemple,
sais pas moi, tiens, je prends toujours l'exemple de R, 5 moins 3x2. Bon, bah, je repère que c'est une fonction polynomiale. Quel est le polynôme associé? C'est ça. D'accord? Voilà. Alors, on se posera la question un petit peu plus loin de savoir si c'est une bijection automatiquement, et ça ne l'est pas, entre l'ensemble des polynômes et l'ensemble des fonctions de E sur A. Alors, phi, justement, grâce à ces opérations qu'on a sur les polynômes, phi va être un morphisme d'algèbre. C'est-à-dire que, quels que soient deux polynômes P et Q et lambda appartenant à A, l'image de P plus Q, c'est l'image de P plus l'image de Q, l'image de P fois Q, l'image de P fois l'image de Q, et lambda et l'image de lambda P est égale à lambda fois l'image de P. Voilà. Alors, c'est évident pour ces deux-là. De toute façon, les opérations sur les polynômes ont été inventées pour que ça marche. Alors, on va le voir, on va le retrouver juste pour celle du milieu. Si je prends deux polynômes, leur produit c'est ça, avec ck qui est égal à ça, et donc l'image de p fois q va être égale à la somme des ck x puissance k, puisque j'ai ça. Alors maintenant, si je fais p tilde fois q tilde de x, c'est-à-dire ça fois ça. Là, je travaille dans l'algèbre, et je peux faire les opérations comme je veux. Donc je vais arriver à ça, à une somme de a, i, b, j, x puissance i, x puissance j. Même si l'algèbre n'est pas commutative. De toute façon, je travaille qu'avec des puissances, donc je n'ai aucun problème. Et donc, je vais regrouper les exposants, i plus j, parce que je sais que ça fait x à la puissance i plus j. Bon, alors évidemment, hein, je n'ai pas redéfini la notion de puissance dans les 1 modules, là, mais c'est évident. Hein. On voit bien comment on définit. X puissance 0 égale i. Et puis ensuite, x puissance n plus 1 est égal à x puissance n fois x. Alors, tout ça pour dire que je regroupe les i plus j qui valent k. Et évidemment, k varie de 0 à n plus n, puisque i et j varient. I varie de 0 à n, b, j de 0 à m, et donc i plus j varie de 0 plus 0 à m plus n. Et donc, j'obtiens ça. Et donc, j'obtiens bien le résultat. Voilà. Donc c'est bien un morphisme d'algèbre. Alors, les fonctions, une petite remarque, mais évidente, hein, pour dire que toutes les fonctions ne sont pas des fonctions polynomiales. Alors si je prends un polynôme P égale somme de 0 à n de ak xk dans R de x, avec an différent de 0 et n supérieur ou égal à 1, sa limite en plus l'infini va être égale à plus l'infini si an est supérieur à 0, et moins l'infini si an est inférieur à 0. Je pourrais aussi envisager celle en moins l'infini qui serait égale ici à moins l'infini et ici à plus l'infini. Les fonctions de R vers R sont donc pas toutes polynomiales. Exemple, si je prends la fonction x donne 1 sur 1 plus x2, c'est pas une fonction constante. Bon, il suffit de donner la valeur 0 et la valeur 1. Dans un cas, on trouve 1, dans l'autre cas, on trouve 1,5. Et donc, ce n'est pas un polynôme de degré 0, et ce n'est pas non plus un polynôme de degré supérieur ou égal à 1, parce que ça ne tend pas vers plus l'infini. Au contraire, en plus l'infini, ça tend vers 0. En moins l'infini, c'est pareil, ça tend vers 0. D'accord? Donc, voilà, limite de f de x en plus l'infini est égal à 0, différent de plus l'infini. Donc ça veut dire que ce n'est pas une fonction polynomiale. Propriété, si p et q sont deux polynômes de a de x, la fonction polynomiale associée à q rond p est égale à la composée de la fonction polynomiale de q par la fonction polynomiale de p. Donc, démonstration, si q est ce polynôme-là, on sait que q rond p, ça va être ce polynôme-là, et donc q rond p tilde va être égal à la somme des bk p tilde à la puissance k. Pourquoi? Ça, c'est grâce au morphisme qu'on avait avant. Hein, c'est-à-dire que q rond p tilde, là, c'est la somme des bk pk tilde pk
tilde. Donc là, j'utilise que phi de P plus Q égale phi de P plus phi de Q. Puis ensuite, pour celui-là, j'utilise phi de P fois Q égale phi de P fois phi de Q. Et donc phi de P à la puissance K égale phi de Q égale phi de P à la puissance K. Et donc je vais obtenir que le tilde de P puissance K, c'est P tilde à la puissance K. Alors maintenant, Q tilde, c'est à X fait correspondre ça. Et quand je compose avec P tilde, là, ça veut dire aussi que je dois remplacer X par P tilde. P tilde de X. Donc ça me fait, si vous voulez, Q rond P, Q tilde rond P tilde, c'est la fonction qui a X appartenant à E, fait correspondre ça. Alors ça, c'est quoi? Eh bien, je m'aperçois que c'est la même chose que ça, parce que ça, c'est la fonction qui a X fait correspondre somme de BK P tilde de K en X. Alors ça, c'est exactement P tilde de X à la puissance K. Donc c'est égal. P appartenant à K de X. K est un corps commutatif. P différent de 0. On dit que alpha appartenant à K est une racine du polynôme P si alpha est une solution de l'équation dans K, P tilde de X est égal à 0. Là, on est dans le cas E égale K. On recherche une solution dans K. Donc, si P est égal à somme de 0 à n des AK x puissance K, alpha appartenant à K est une racine de P, si et seulement si somme des AK x puissance K, alpha puissance K, pardon, est égal à 0. Voilà. Dire que alpha est une racine de P, ça équivaut à dire que x moins alpha divise P. Alors, démonstration, je divise P par x moins alpha, division euclidienne. Le degré de R doit être entre 0 et 1 sans être égal à 1, degré de x moins alpha. Donc forcément, degré de R, c'est 0, et donc R est une constante lambda. Donc, P est égal à x moins alpha fois Q plus lambda. Donc, alpha racine de P, ça équivaut à P de alpha égale 0, c'est-à-dire alpha moins alpha, ça équivaut à dire que P tilde de alpha égale 0. Et P tilde, c'est quoi? C'est quand je remplace x par alpha. Donc ça fait 0 fois Q tilde de x. On va tout écrire comme ça. Hein. Ça équivaut à alpha moins alpha P tilde de alpha plus lambda égale 0. Et comme alpha moins alpha, ça fait 0, ça équivaut à dire que alpha, lambda égale 0. Donc ça implique en fait que P est égal à x moins alpha fois Q. Et donc ça veut bien dire que x moins alpha divise P. Inversement, si x moins alpha divise P, à ce moment-là, on va avoir P est égal à x moins alpha fois Q. Quand je remplace x par alpha, P tilde de x est égal, P tilde de x c'est quoi? C'est x moins alpha facteur de Q tilde de x. Donc P tilde de alpha, ça fait alpha moins alpha, c'est-à-dire 0, fois Q tilde de alpha, on s'en fiche, ça fait 0. Et donc, dans l'autre sens, si x moins alpha divise P, il est clair que alpha est une racine de P. Racine d'ordre J, c'est quand x moins alpha à la puissance J divise P, J est supérieur ou égal à 1. Donc à ce moment-là, P de alpha va être égal à 0, hein, et donc alpha est une racine de P, bien sûr. Donc là, c'est racine d'ordre J, ça veut dire x moins alpha à la puissance J divise P, mais pas x moins alpha à la puissance J plus 1. C'est-à-dire, c'est l'ordre maximal. Voilà. Quand on parle d'ordre, c'est l'ordre maximal. Propriété, si A, B appartiennent au corps K et que A est différent de B, alors les polynômes A plus X et B plus X sont premiers entre eux. Démonstration en utilisant Bézout. Je remarque que 1 sur A moins B facteur de A plus X plus moins 1 sur A moins B facteur de B plus X est égal à 1. Et donc ça fait que ces deux polynômes sont premiers entre eux. Si A et I sont M racines distinctes de polynôme P, chacune d'ordre alpha K, alors pi de 1 à M des X moins AK à la puissance alpha K divise P. Démonstration, eh bien on sait que puisque les AK sont 2 à 2 premiers entre eux, parce que, alors ils sont 2 à 2 premiers entre eux parce que les AK sont 2 à 2 différents. Hein, donc on utilise ça. Donc ils sont 2 à 2 premiers entre eux, et donc quand on les met à la puissance n'importe quoi,
si je prends par exemple j différent de k, eh bien x moins ak à la puissance alpha k sera premier avec x moins aj à la puissance alpha j. Donc les x moins ak à la puissance alpha k sont 2 à 2 premiers entre eux, et donc leur produit, mais on sait qu'en plus chacun divise p, donc leur produit va diviser p, et donc c'est terminé. Propriété suivante, si p est un polynôme non nul de degré n supérieur ou égal à 1, donc, et qu'il a, alors il a au plus n racines distinctes. Et si A1 jusqu'à AM sont des racines d'ordre alpha 1 jusqu'à alpha n, enfin chaque AK d'ordre alpha k, alors la somme des alpha k est inférieure ou égale à n. Démonstration de la première, bien, si A1 jusqu'à AM sont des racines distinctes, on sait que pi de 1 à m des x moins ak va diviser p, enfin, hein, ça on l'a dit avant, et donc il suffit, là c'est des racines distinctes, alors chacune ici on peut dire d'ordre 1 si on veut, donc le produit divise p. Donc quand je regarde ça, c'est de degré m, donc m est inférieur ou égal au degré de p qui vaut n. Et puis enfin, si on les prend chacune avec leur ordre de multiplicité, hein, donc là encore, j'utilise toujours ça, je sais que ça divise p, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que 1, je regarde le degré de ce polynôme-là, bah, le degré de ce polynôme-là, c'est somme des alpha k de 1 à m, hein. Alors, oui, somme des alpha k de 1 à m, eh bien, va être inférieure ou égale au degré de p qui vaut n. Voilà, conséquence, toute équation du genre somme des ak x puissance k, alors x appartient à k, enfin les ak sont fixés et on cherche, x c'est l'inconnu, hein, dans k. Donc, toute équation comme ça égale 0 a au plus n solutions. Pourquoi? Parce qu'on peut considérer le polynôme p qui est associé, et donc ça fait p est égal à somme des ak x puissance k de 0 à n, le degré n supérieur ou égal à 1, d'accord? Et puisque an est différent de 0, eh bien, dire que x est une solution, ça revient à dire que x est une racine de ce polynôme. Or, ce polynôme, il a au plus n racines. Donc ici, il y aura au plus n solutions. Si k est un corps fini, alors l'application de k de x vers l'ensemble des fonctions de k vers k, qui est au polynôme p associe la fonction polynomiale p tilde, n'est pas injective. En effet, puisque k est un corps fini, mettons qu'il soit de cardinal n, j'énumère donc ces éléments qui sont distincts 2 à 2. Je considère le polynôme p égale pi de 1 à n des x moins ak, et la fonction polynomiale associée, c'est p tilde de x égale pi de 1 à n des x petit x moins ak. Et je vois bien que p tilde de x est égal à 0, quel que soit x appartenant à k, puisque les x, ce sont les ak. Et qu'à chaque fois que je mets ak moins ak, ben, ça fait 0. Donc p tilde vaut 0, alors que p n'est pas nul, puisque le degré de p est égal à 1, donc c'est pas le polynôme. Donc comme phi est un morphisme, ça prouve bien que phi n'est pas injectif. Deuxième propriété, si k est un corps commutatif infini, alors phi est injectif. En effet, sinon, il existerait p appartenant à k de x étoile, donc polynôme non nul, de degré n, tel que phi de p serait égal à 0, c'est-à-dire p tilde de x égale 0, quel que soit x appartenant à k. Donc on aura un polynôme avec une infinité de racines, ce qui est impossible, puisque son degré est n. Le cas, alors, rapidement, le cas où le corps K est R ou C, en fait ça a été étudié
abondamment dans un chapitre sur les polynômes complexes où on démontre le théorème fondamental de l'algèbre qui dit que quand on considère un polynôme de C de x non nul, eh bien, il admet au moins une racine. Et à partir de là, on arrive à démontrer que si le polynôme est de degré n, il admet n racines éventuellement confondues, en tout cas qu'on peut faire une factorisation en facteur du premier degré. Donc, au moins une racine, on peut factoriser en produit de facteurs du premier degré. Si le polynôme est à coefficient dans R, alors dire que alpha... Alors, attention, polynôme de C de x à coefficient dans R. Hein. Donc la variable, c'est un x complexe. Bien, alpha racine d'ordre Q, ça équivaut à dire que alpha bar, le conjugué, est racine d'ordre Q. Donc en fait, quand on factorise par les polynômes du premier degré, eh bien, on va avoir ce genre de choses. On va avoir des... Pour les racines qui sont vraiment complexes, non réelles, par exemple comme si alpha i, eh bien on va avoir x moins alpha i bar à la puissance alpha i. D'accord ? Puis à côté de ça, évidemment, on va avoir d'autres racines qui peuvent être des racines réelles. Hein. X moins lambda i égale 1 à p. D'accord ? Voilà. Alors que là, c'est 1 à q. Et si P appartient à R de x étoile, donc un polynôme, cette fois-ci un polynôme de R de x, alors on peut le factoriser en produit de facteurs premiers de degré 1 et 2. Oui, parce que à partir de ces polynômes-là, on fait du degré 2. On est d'accord? Parce que x moins alpha i, facteur de x moins alpha i bar, ça fait un polynôme à coefficient dans R de degré 2 qui est irréductible dans R de x. Alors comment savoir qu'un polynôme est irréductible dans R de x? On regarde son discriminant. Il suffit qu'il soit négatif, strictement négatif. Toute équation P tilde de x égale 0, P appartenant à C de x de degré supérieur ou égal à 1, admet au moins une solution. Ça, c'est exactement la même chose que de dire que tout polynôme comme ça admet au moins une racine. Voilà, mais encore une fois, ça c'est dans un autre chapitre que... Polynôme dérivé. Donc, on considère un polynôme P dans A de x où A est un nanocommutatif uniqueur, P de degré n, donc, eh bien, si n est supérieur ou égal à 1, et si P est égal à la somme de 0 à n des AK x puissance k, eh bien, P', par définition, ça sera somme de 1 à n de k à k x puissance k moins 1. Et si n est égal à 1, si n est égal à 0, pardon, on décide que P' est égal à 0. Et P', ça s'appelle le polynôme dérivé du polynôme P. Alors ça, on voit bien pourquoi on a posé cette définition, parce que quand on a une fonction polynomiale en analyse, eh bien, sa dérivée, c'est justement x à k, somme des x à k, petit x à la puissance k moins 1. C'est-à-dire qu'en analyse, la dérivée de x puissance n, petit x étant une variable réelle, c'est n x puissance n moins 1 si n est supérieur ou égal à 1. Et quand on a affaire à une fonction constante, hein, ce qui correspond à un polynôme de degré 0, eh bien sa dérivée est égale à 0. Donc on a fait ça en fait pour que la dérivée d'une... Quand on a un polynôme et quand on a sa fonction polynomiale, eh bien on veut que la dérivée de la fonction polynomiale soit en fait la fonction polynomiale de la dérivée du polynôme. Voilà. Donc, ce qu'on voit, c'est que si je considère le terme de plus haut degré, ici, ça va être n à n x à la puissance n moins 1. Alors, si n est supérieur ou égal à 1, et si an est non nul, hein, d'accord, eh bien, n à n va-t-il être nul? Alors attention, AK
AK, ça appartient à un anneau. Ça peut être un corps. K, AK, c'est quoi? K, c'est un entier naturel. Hein. Et quand on écrit K, AK, ça veut dire quoi? Ça veut dire AK plus AK plus AK, K fois. Or ça peut très bien faire 0. D'accord? Alors, ça peut très bien faire 0 si la caractéristique de A n'est pas nulle. Mais si la caractéristique de A est nulle, à ce moment-là, n à n, si n est supérieur ou égal à 1 et que an est différent de 0 parce que n est le degré de P, eh bien n à n ne sera pas nul. Et donc à ce moment-là, degré de P' est égal à degré de P moins 1. Si la caractéristique de A est 0. Si la caractéristique de A est différente de 0, alors on peut juste dire que degré P' est inférieur ou égal à degré P moins 1, car on peut très bien avoir n à n égale 0, malgré que n est supérieur ou égal à 1 et à n différent de 0. Un exemple, c'est si je prends le corps z sur 3z, c'est un corps parce que 3 est premier, et le polynôme x au cube, qui est 1 fois x au cube, qui évidemment est un polynôme non nul, hein, de k de x, hein, sa dérivée, c'est 3 fois, alors c'est 3 fois, j'ai envie de dire 3 fois 1 x2. Or, ce 3 fois 1, c'est quoi? C'est classe de 1 plus classe de 1 plus classe de 1. D'accord? Et ça, en fait, ça fait classe de 0. Et donc, classe de 0 x2, c'est le polynôme nul. D'accord? Donc là, j'ai la dérivée qui est nulle. Donc elle n'est pas de degré 2. Propriété, quel que soit P et Q, deux polynômes de k de x, de a de x, et lambda appartenant à la loi, eh bien, P plus Q, la dérivée de P plus Q, est égale à P, la dérivée de P plus la dérivée de Q. Et la dérivée de lambda P est égale à lambda, la dérivée de P. Alors, c'est évident si m est égal à 0. Si m est égal à 0, ça veut dire que P est une constante. Donc, cette constante va se rajouter à A0, enfin au B0 plutôt de Q, si j'appelle Q égale somme des BK XK. Et en fait, ce terme-là, il disparaît dans la dérivation. De la même façon que ici, le terme K, il va être égal à 0, il disparaît dans cette dérivation. Donc en fait, du côté gauche comme côté droit, on va trouver uniquement la dérivée de Q. Et là, si P, alors c'est pareil évidemment si Q est, si M est égal à 0. Et là, bah, si n est égal à 0, je vais avoir lambda fois une constante, sa dérivée ce sera nul. Et là, comme j'ai une constante, sa dérivée est nulle, donc 0 égale 0. Donc c'est évident si m égale 0 ou n égale 0. Sinon, je prends ça. Alors, on va supposer qu'il y a que... Alors, si n est inférieur à m, strictement, bah, je complète les AK là, pour aller jusqu'à m, en posant AK égale 0 pour k compris entre n et... Sinon, je fais rien, je touche pas. Comme ça me permettrait d'avoir... Ça me permettra d'écrire que P est égal à somme de 0 à m et Q égale somme de 0 à m. Et donc P plus Q égale somme de 0 à m de AK plus BK x puissance k. Et donc la dérivée, ça fait ça. D'accord? Et ça, je le sépare en deux. Et là, je reconnais... Alors, je reconnais quoi? Eh bien, à partir du rang n, k... Enfin, du rang n plus 1, AK est nul. Donc le k AK x puissance k moins 1, il sera nul. Et il restera somme de 1 à n de k AK x k moins 1, c'est-à-dire P'. Puis là, c'est exactement Q'. Donc P' plus Q'. La dérivée de lambda P, bon, c'est la dérivée de ce polynôme-là. Donc ça fait ça. Je mets lambda en facteur, ça fait lambda P' et c'est gagné. Enfin, puisque tout à l'heure, juste après, on va démontrer que la dérivée de P fois Q, c'est P'Q plus PQ', eh bien, j'en profite pour démontrer ça d'abord, ça va nous aider.
la dérivée de x puissance m fois x puissance p, c'est la dérivée de x puissance m fois x puissance p, plus x puissance m fois la dérivée d'x puissance p. Alors, effectivement, parce que la dérivée d'x puissance m, bah, c'est m. Alors, d'abord ça, c'est vrai si m est égal à 0, parce que si m est égal à 0, ça fait 1 fois xp. D'accord? Et donc la dérivée, ça va être la dérivée de xp. Et puis là, ça va faire quoi? 1, la dérivée de 1, ben, c'est 0, donc là, ça fera 0. Et donc, il restera xm multiplié, xm qui fait 1, multiplié par la dérivée de xp. Donc, des deux côtés, la dérivée de xp. Pareil si p est égal à 0. Donc maintenant, si m et p sont supérieurs ou égaux à 1, eh bien, xm fois xp, c'est x puissance m plus p, sa dérivée, c'est ça. D'accord? Et quand je calcule ça, là, ça fait mx m-1 fois xp, plus xm fois p xp-1. Eh bien, xm-1 fois xp, ça fait x m plus p-1. Ici, x m plus p-1 et facteur m plus p. Donc, j'obtiens bien la même chose. Dérivée d'un produit, maintenant, si p et q sont deux polynômes de a de x, la dérivée de pq est égale à p'q plus pq', donc comme ce qu'on a vu en analyse. Démonstration évidente si degré de p est égal à 0, parce qu'à ce moment-là, ça veut dire que p est une constante lambda, donc la dérivée de lambda q, c'est la dérivée de lambda q, c'est lambda fois la dérivée de q, c'est-à-dire lambda q'. Et si je fais en même temps dérivée de lambda, c'est-à-dire 0 fois q plus p fois, c'est-à-dire lambda fois q', ben je trouve la même chose, lambda fois q'. Alors maintenant, si les deux ont un degré p et q supérieur ou égal à 1, donc parce que ça c'est vrai aussi si le degré de q est égal à 0 bien sûr. Donc si les deux ont un degré supérieur ou égal à 1, j'écris que q égale somme de 1 à m des bk x à la puissance k, p égale somme de 0 à n des ak x puissance k, et je m'intéresse d'abord à la dérivée de xi q. Donc j'écris xi q, donc ça fait somme des bk xk xi, et je dérive ça. Donc linéarité de la dérivation, hein, ce qu'on a déjà vu, lambda dérivée de p plus q, dérivée de lambda p, fait que je vais avoir somme des bk dérivée de ça. Dérivée de ça, on a vu que c'était la dérivée de ça fois xi, plus la dérivée de xk fois la dérivée de xi. Donc je sépare en deux. Ça fait donc, quand je mets alors la dérivée de xi, elle va être facteur de somme des bk xk. Et puis ici, xi, il est facteur de somme de bk dérivée des xk'. Alors, donc ça me fait dérivée de xi multiplié par q. Et la somme des bk xk', c'est la dérivée de somme des bk xk, c'est-à-dire de q. Donc xi q'. D'accord? Alors j'ai donc démontré ça, que la dérivée de xi q, hein, ça revient à démontrer ça, dérivée de xi q égale dérivée de xi fois q, plus xi, dérivée de q. Alors maintenant je passe à pq. Et là je fais intervenir le polynôme p sous la forme somme des ak xk, donc multiplié par q. Et je sépare, ça me fait une somme de ak, donc linéarité de la dérivation, dérivée des xk q. Là, j'applique ce que je viens de trouver, donc xaq plus dérivée de xaq plus xk dérivée de q. Ça va donc me faire somme des ak xk, enfin dérivée de xk fois q, plus somme des ak xk fois q'. D'accord? Et ça, toujours la linéarité de la dérivation, ça fait dérivée de somme des ak xk, c'est-à-dire dérivée de p. Donc p'q plus pq'. C'est gagné. Dérivée d'ordre n maintenant. Si p est un polynôme, hein, eh bien,
on décide que la dérivée 0e c'est le polynôme, la dérivée première c'est P', et puis quel que soit n, la dérivée n plus unième, donc c'est une définition par récurrence, est égale à la dérivée de la dérivée énième. Alors, la dérivée km de x puissance n, k et n sont des entiers, est égale à factoriel n sur factoriel n moins k, x à la puissance n moins k. Si k est inférieur ou égal à n, et 0 si k est supérieur à n. On démontre ça en fixant n, en faisant une récurrence sur k. À l'ordre k égale 0. Ça fait dérivée de xn à l'ordre 0, bah, ça fait xn. Quand je remplace ici k par 0, fait factoriel n sur factoriel n, et donc ça fait xn. Bah oui, c'est vrai, puisque k égale 0 est inférieur ou égal à n. D'accord? Donc ça marche. Là, il n'y a pas à envisager l'autre cas, puisque k égale 0 est forcément inférieur ou égal à n. D'accord? Bon, on pourrait aussi tester la chose pour k est égal à 1, c'est très facile. On va supposer ce résultat vrai à l'ordre k. Et maintenant, on s'intéresse à l'ordre k plus 1. Donc si k est supérieur à n, si k est supérieur à n, on avait déjà la dérivée d'ordre k qui valait 0. Donc ça revient, la dérivée d'ordre k plus 1, c'est la dérivée d'ordre k qui vaut 0, qu'on dérive. Donc 0, donc ça veut dire que c'est 0, pardon, prime. Donc ça fait 0. Voilà. Maintenant, si k est égal à n, si k est égal à n, ici on obtenait, quoi? On obtenait factoriel n sur, on obtenait factoriel n, si k est égal à n. On obtenait en fait factoriel n ici, et là x puissance 0. Donc on obtenait factoriel n. Factoriel n, c'est un nombre. Quand on le dérive, ça fait 0. D'accord? Et si k est inférieur strictement, donc j'ai ça, et là du coup n-k, je peux le redériver. Enfin, je vais dire que la dérivée k plus unième de xn, c'est la dérivée de ça. D'accord? Mais à ce moment-là, comme n-k est supérieur ou égal à 1, sa dérivée, ça va faire factoriel n sur n-k factoriel. Et là, je dérive mon x à la puissance n-k, ça fait donc n-k, x, n-k moins 1. Ce n-k, là, ça va simplifier avec ce factoriel et ça me fait n-k moins 1. D'accord? C'est possible. C'est possible parce que k est inférieur strictement à n, donc k plus 1 est inférieur ou égal à n. D'accord? Et donc k plus 1 est inférieur ou égal à n, ça a encore un sens, ça. Et donc, j'obtiens ça. Et donc, en fait, quand je regarde bien, ça veut dire que je suis passé à l'ordre k plus 1. K plus 1 inférieur ou égal à n, ben, je retrouve cette formule-là. Sauf que k est remplacé par k plus 1, ce qui est normal. D'accord? Et dans les autres cas, ben, les autres cas, c'est k plus 1 supérieur à n. C'est-à-dire, c'est k supérieur à n ou k égale n. Et dans ce cas-là, j'ai bien 0. Donc, la propriété a bien été démontrée à l'ordre k plus 1. Donc, d'après le théorème de récurrence, puisqu'on fait une récurrence sur k, eh bien, la propriété est vraie quel que soit k. Et aussi quel que soit n, puisqu'on avait fixé n avant. Donc, la propriété est vraie quels que soient les entiers k et n. On a bien ce résultat, dérivée de x puissance n, dérivée km de x puissance n, égale ça, x puissance n moins k, si k est inférieur ou égal à n, et 0, si k est supérieur à n. Conséquence, si P appartient à A de x et que P est égal à la somme de 0 à n des AK x puissance k, alors pour J inférieur ou égal à n, la dérivée Jm de P est égale à la somme des AK fois factoriel k sur factoriel k moins J, pour k allant de J à n, x puissance k moins J. Et pour J supérieur à n, Pjm est égal à 0. Démonstration? D'après la linéarité de la dérivation, j'y reviendrai ici,
PJM est égal à la somme de k égale 0 à n des AK, et à chaque fois je dérive le x puissance k. D'accord. Et j'ai vu que si j est, pour j compris entre 0 et n, la dérivée jm de x puissance k elle va être égale à ça si j est inférieur ou égal à k, c'est-à-dire si k est supérieur ou égal à j. Et qu'elle fait 0 si j est supérieur à k, c'est-à-dire si k est inférieur à j. Donc ça veut dire que PJM, et je me reporte ici, ça, je peux le remplacer par ça si j est inférieur ou égal, si k est supérieur ou égal à j. Mais si k est inférieur à j, ça fera 0. Donc ici, de k jusqu'à j-1, ça va faire 0. Donc la dérivée jm va commencer à k égale j jusqu'à n. K égale j jusqu'à n. Et là, on met les dérivées de ça, qui est égal à ça. Et c'est gagné. Évidemment, si j est supérieur à n, la dérivée, les k ils sont inférieurs ou égaux à n, donc j va être supérieur à k, et donc la dérivée va être nulle, et donc dans cette somme, il n'y aura que des zéros, et pj égale 0. Alors là, il faut bien comprendre qu'on a utilisé en fait la linéarité de la dérivation. On avait démontré que la fonction dérivée était linéaire, hein. Dérivée de p plus q était égale à p' plus q', et dérivée de lambda q égale lambda q'. Ce qui veut dire que dérivée de lambda p plus mu q' est égale à lambda p' plus mu q'. Avec ça, je démontre facilement que la dérivée jm de lambda p plus q est égale à lambda la dérivée jm de p plus mu la dérivée jm de q. Je peux bien le faire, mais c'est très rapide, hein. C'est vrai à l'ordre 0, parce que la dérivée 0, c'est la fonction, hein, donc ça fait lambda p plus q égale lambda p plus q. C'est vrai à l'ordre 1, puisque c'est ça, qu'on avait déjà démontré. Si je suppose cette formule vraie à l'ordre j, à l'ordre j plus 1, il suffit que je dérive ça, d'accord? Mais comme la dérivée de ça, ça va être lambda fois la dérivée de ça, c'est-à-dire pj plus 1, plus mu fois la dérivée de ça, c'est-à-dire qj plus 1, c'est gagné. La propriété est vraie à l'ordre j plus 1, donc elle est toujours vraie. Voilà. Alors après, vous allez me dire, ce sont des sommes. Il n'y a pas que deux fonctions, il y en a plusieurs. Bon, ça, il faudrait faire une récurrence. On ne va pas passer son temps à faire des choses évidentes, hein. Il est évident que la dérivée d'une somme de n termes est égale à la somme des dérivées de chacun des n termes. Ça aussi, il faudrait faire une récurrence. Bon. On remarque si P appartient à R de X ou C de X. Autrement dit, si A est égal à R ou C. Alors, le tilde, la fonction polynomiale associée à la dérivée de P, est égale à la dérivée de la fonction polynomiale de P. Ça, c'est évident. On a construit la formule de la dérivée de P pour avoir ça. Puisque si P est égal à la somme des AK x puissance k de 1 de 0 à n, la dérivée est égale à la somme de 1 à n de k à k x puissance k moins 1, et c'est exactement ce qui correspond à la dérivée de la fonction polynomiale. Donc ça, c'est au sens de la dérivation en analyse, comme j'écris ça. D'accord? Alors, de ça, on peut en déduire, là aussi, en faisant une récurrence très simple, que la dérivée, le tilde, la fonction polynomiale associée au polynôme, à la dérivée de jm du polynôme p, est égale à la dérivée jm de la fonction polynomiale associée à p. C'est vrai à l'ordre 0, puisque ça correspond, ça revient à dire que p tilde égale p tilde. C'est vrai à l'ordre 1, ça revient à dire ça. Et si je suppose ça vrai à l'ordre j, je vais dire que p j plus 1 c'est pareil que PJ que je dérive, hein. D'accord? Donc si je prends son tilde et que j'applique cette formule, ça reviendra à dire que c'est le tilde de celui-là que je dérive. Et comme le tilde de PJ, c'est le tilde de P, la fonction polynomiale de P que j'ai dérivée Jm, J fois, maintenant, je vais les dériver une fois de plus, et donc ça fait bien P tilde
l'ordre j plus 1, et donc la propriété est démontrée à l'ordre j plus 1, et donc elle est toujours vraie par le théorème de récurrence. Voilà. Alors, dernière remarque, si P est égal à somme de k égale 0 à n des AKXK, donc cette fois-ci dans A de x, alors le pkm de 0 est égal à AK factoriel k si k est inférieur ou égal à n, et 0 si k est supérieur à n. Il suffit que je prenne cette formule. Je vais la démontrer en fait avec j. Si j est inférieur ou égal à n, j'ai ça. Il faut bien comprendre que quand je vais remplacer x qui est ici par 0, tous ces termes-là vont s'annuler, sauf celui pour k moins j égale 0, qui vaudra 1. C'est-à-dire sauf quand k sera égal à j. Et quand k est égal à j, ça fait aj factoriel j sur factoriel 0, c'est-à-dire aj factoriel j. Autrement dit, pjm de 0 est égal à aj factoriel j. Pjm de 0 égale aj factoriel j quand j est inférieur ou égal à n. Alors c'est exactement ce que j'ai. Et maintenant, si j est supérieur à n, pjm est égal à 0. Donc pjm notamment de 0 sera aussi égal à 0. Donc ça veut dire que pour k supérieur à n, pkm en 0 vaut 0. Pkm en 0 vaut 0 si k est supérieur à n. Et tout est démontré, ça va nous permettre de d'écrire la formule de Maclaurin. Formule de Maclaurin. Donc k est égal à ROC et p est un polynôme de k de x de degré n. Alors p de x égale somme de k égale 0 de... Alors, pkm tilde, alors je vais le prononcer pkm de 0. Ça veut dire, ça c'est une expression qui veut dire que je remplace x par 0 dans pkm. Donc je vais dire pkm de 0 sur factoriel k, x puissance k. Démonstration. Bien, P est égal à la somme des AK x puissance k, et je sais que le pkm de 0 est égal à k factoriel multiplié par A puissance, par AK. Ça, c'est dans R ou C. Voilà, ça, c'est dans... Et ça, c'est aussi dans R ou C. Je peux diviser. Donc ça fait AK égale ça divisé par ça. Donc, je remplace AK par pkm de 0 divisé par factoriel k, et j'ai le résultat. Formule de Taylor, toujours k égale R ou C, si P est un polynôme de degré n, eh bien P de x est égal à P tilde de A plus somme des pkm de A sur factoriel k, x moins 1 à la puissance k. Ouais, le degré n égale 0 a aucun intérêt. Donc, je pars de P égale somme des AK x puissance k, et je considère Q est égal à la composée de P de x plus A, c'est-à-dire je remplace grand X par x plus A dans P de x, donc ça fait P de x plus A. X plus A à la puissance k, je le sais, est égal à ça, formule du binôme. Et donc Q de x va être égal à la somme des AK x plus A à la puissance k, c'est-à-dire ça. Le AK, évidemment, je peux le faire rentrer dedans, il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, il va rentrer. PJM de x maintenant. PJM de x, eh bien, il se tient en dérivant ce polynôme là. Et donc on sait que ça va commencer à j. PJM, k égale, somme de k égale j à n, des AK. C'est une formule qu'on a déjà démontrée. Bon, il suffit de se rappeler que les xk, quand on les dérive j fois, bah, ça fait 0 si j est supérieur à k. Donc, on va commencer, on va faire la somme de k égale j à n. Et puis la dérivée de ça, bah, c'est k, k moins 1 jusqu'à k moins j plus 1, c'est-à-dire ça fait factoriel k sur factoriel k moins j à k x puissance k moins j. Enfin, j'avais écrit la formule, hein, donc il n'y a pas de problème, j'avais démontré la formule. Donc si je remplace x par a, pjm de a va être égal à la somme des k factoriel à k, k moins j, a à la puissance k moins j. Et ça, je peux dire que, oui, ce truc-là, je reconnais presque que j parmi k, il faudrait qu'il y ait j ici factoriel. Donc je vais dire que c'est j factoriel fois j parmi k. Alors maintenant, je repars de ça. Donc je fais rentrer le AK là-dedans.
et je me débrouille pour changer les deux sommes. Donc comme J est plus petit que K, il faut bien voir que quand K varie de 0 à N, le J qui varie de 0 à K va varier de 0 à N. D'accord ? Seulement, il faut que J soit plus petit que K, donc on va faire la somme de K égale J à N. Voilà. Ensuite, on écrit tout le reste. AK, J parmi K, A puissance K moins J, X puissance J. Voilà, je peux mettre en facteur. Et là, je reconnais quoi? Eh bien, je reconnais ça. Ça qui est égal, et c'est pour ça qu'il faut être dans ROC, à PJM de A sur factoriel J. PJM de A sur factoriel J. Bon, ça donc, cette somme-là, c'est Q de X. Maintenant, P de X plus A, c'est Q de X. Donc, si je remplace ici, X par X moins A, c'est-à-dire si je compose le Q avec X moins A, qui revient donc à remplacer X ici par X moins A. Et donc à remplacer ici X par X moins A. Donc ça fera P de X moins A plus A, ça fera P de X. Donc je vais avoir P de X qui est égal à Q de X moins A. Alors Q de X moins A, Q de X moins A, c'est quand je remplace X par X moins A. Donc ça va me faire somme de J égale 0, somme de J égale 0, c'est-à-dire que là, j'aurais pu séparer et puis dire, puisque j'ai pris un n qui est supérieur ou égal à 1, je peux dire ça. Plus le cas où c'est 0, alors le cas où c'est 0, c'est PJM, c'est P0IM en A, donc c'est P de A, c'est P tilde de A, sur factoriel 0 qui fait 1, et puis x puissance 0 qui fait 1, donc ça fait ça. Donc là, je vais mettre ça, plus, voilà, ça. Et comme ça, je suis tranquille et j'ai pile poil cette formule. Cette formule que j'aurais pu aussi écrire, somme de k égale 0 à n, de ça. Bon. Voilà. Donc, le résultat est démontré, la formule de Taylor. Donc, ça, c'est une formule très intéressante. P de x égale P tilde de A plus somme des pkm de A sur factoriel k, x moins A puissance k. Évidemment, ça rappelle les formules de Taylor, qui sont vraies avec... qui sont vraies. Ça les rappelle. C'est-à-dire que quand une fonction est de classe, par exemple, C infini, on peut écrire des choses comme ça avec une partie négligeable devant x moins A à la puissance n. Soit P un polynôme de k de x, k égale ROC, de degré n supérieur ou égal à 1, et alpha un entier entre 1 et n. Alors, dire que A est une racine d'ordre supérieur ou égal à alpha. Une racine d'ordre supérieur ou égal à alpha, ça veut dire qu'on peut factoriser au moins x moins A à la puissance alpha. Ça équivaut à dire que les dérivées km de P en A sont nulles pour tout cas allant de 0 jusqu'à alpha moins A. C'est-à-dire P de A égale 0, P' de A égale 0, jusqu'à P alpha moins unième de A égale 0. Et c'est exactement une racine d'ordre alpha. Donc ça veut dire qu'on peut factoriser x moins A à la puissance alpha, mais pas x moins A à la puissance alpha plus 1. Si et seulement si pkm de A est égal à 0, quel que soit k allant de 0 à alpha moins 1, et P alpha plus unième de A différent de 0. Ah oui, bien sûr, si on veut que ça soit égal, il ne faut pas, comme je ne veux pas qu'on puisse factoriser x moins A à la puissance alpha plus 1, il ne faudra pas que pkm de A soit égal à 0 quand k voudra alpha moins 1 plus 1, c'est-à-dire alpha. Voilà. En fait, cette équivalence-là implique cette équivalence-là. Donc on va juste démontrer ça. Démonstration. P égale P de A plus somme de 1 à n des pkm de A sur factoriel k, x moins 1 puissance k. Si A est une racine d'ordre alpha, alors c'est au moins une racine, donc P de A est égal à 0. On va démontrer ce résultat-là par récurrence sur k. Donc c'est vrai pour k égale 0. Supposons que
on va faire une récurrence forte. Alors c'est une récurrence limitée parce que k est entre 0 et alpha moins 1. Et on va faire une récurrence forte, c'est-à-dire on va supposer PJM de A est égal à 0 pour J compris entre 0 et k. Bon. Alors, si le k en question il est égal à alpha moins 1, bah, ça y est, tout est démontré. Donc on va supposer k inférieur à alpha moins 1. Et on va le démontrer aussi à l'ordre k plus 1. C'est-à-dire on va démontrer que P k plus unième de A est égal à 0. Donc on écrit que P est égal, on écrit la formule de Maclaurin qu'on avait avant, la formule de Taylor, pardon. Mais dans la formule de Taylor, c'est somme de 0 à n des PJM de A sur factoriel J, x moins A à la puissance J. Sauf que là, les PJM de A, ils sont nuls entre 0 et k. Donc je commence à k plus 1. D'accord? Donc je sépare le terme en k plus 1. Et pour les autres termes, comme il va y avoir x moins a à la puissance j qui sera supérieur ou égal à k plus 2, je factorise le x moins a à la puissance k plus 2. Donc ça me fait j moins k moins 2. Et là, je dis quoi? Je dis que puisque k plus 2 est inférieur ou égal à alpha, k plus 2 ça va être inférieur strictement à alpha plus 1, donc inférieur ou égal à alpha, donc je sais que comme k plus 2 est inférieur ou égal à alpha, je peux factoriser, voilà, x moins a à la puissance k plus 2 dans P. Donc là, il est factorisé. X moins a à puissance k plus 2, il divise tout ça. Et moi, comme x moins a à puissance k plus 2 divise P, il faut qu'il divise ça. Alors ça n'est possible que si le coefficient est nul. Donc ça implique que PJM de A est égal à 0. Ça implique que PK plus unième de A est égal à 0. Mais du coup, moi j'avais PJM de A qui était égal à 0 quand J était entre 0 et K, maintenant ça marche entre 0 et K plus 1, et donc par récurrence, la propriété est démontrée. D'accord ? Elle est démontrée. Alors la réciproque maintenant. Donc supposons que PKIM de A soit égal à 0 quand K est entre 0 et alpha moins 1. Oui, la fin là, ça consiste à dire, ça je l'ai démontré pour tout K, compris entre 0 et alpha moins 1. Non, parce que là j'avais supposé inférieur à alpha moins 1, mais moi j'en déduis que la propriété est vraie pour tout k compris entre 0 et alpha moins 1. J'avais supposé inférieur pour pouvoir passer à l'ordre k plus 1. Donc maintenant, réciproque, si pkm de A est égal à 0 pour tout k compris entre 0 et alpha moins 1, quand je vais écrire la formule de Taylor, puisque tous les pkm sont nuls, entre 0 et puis alpha moins 1, ça commence à alpha. Donc j'ai ça. Et à ce moment-là, le terme de plus bas degré en x moins a à la puissance k, c'est un x moins a à la puissance alpha. X moins a puissance alpha divise tous ces termes-là. Le premier, c'est x moins a à la puissance alpha, ensuite x moins 1 puissance alpha plus 1, etc. Donc c'est divisible par x moins a à la puissance alpha, ce qui veut dire que eh bien, j'ai une racine d'ordre supérieur ou égal à alpha. Alors nous voyons maintenant la formule de Leibniz qui dit que si U et V sont deux polynômes de A de X, la dérivée énième s'exprime par cette formule. Alors on prend l'habitude de, au lieu de mettre P et Q, de mettre U et V, parce que la formule de Leibniz, elle existe en réalité pour toutes les fonctions qui sont dérivables n fois. Et on a le même résultat. Alors là, c'est pour n inférieur ou égal à degré de U plus degré de V, parce que si n est supérieur à degré de U plus degré de V, à ce moment-là, ça n'a pas d'intérêt, vu que la dérivée énième est égale à 0. La dérivée zéroième, c'est UV. Bon, ça correspond ici à n égale 0, ça marche bien, 0 parmi 0 qui fait 1, et ça fait U, et là, 0 moins 0, ça fait V.
La dérivée unième, c'est u'v plus uv', ça on l'a démontré déjà. Bon, là aussi ça marche, hein, ça fait somme de k égale 0 à 1. Et donc 0 parmi 1, u, bah, u0ième, ça fait u, v unième, donc v', hein, uv', plus, ensuite je passe à k égale 1, u', alors 1 parmi 1, ça fait 1, et v0ième, v. Voilà. Donc en fait, et puis enfin, si on sait que le degré de uv il est égal au degré de u plus le degré de v, donc évidemment la dérivée n de u est égale à 0 si n est plus grand que le degré de uv, c'est-à-dire le degré de u plus le degré de v. On fait une récurrence pour n inférieur ou égal à degré de u, une récurrence limitée, donc, plus degré de v, en supposant que uv, on suppose ça, d'accord? Donc ça, on suppose pour n inférieur à degré de u plus degré de v. Et on dérive. Donc quand on dérive, on va être amené, grâce à la linéarité de la dérivée, à dériver ça. Donc ça fait uk plus 1. Alors c'est uv', donc u'v plus uv'. Donc u'v plus uv'. Voilà, on sépare en deux. Et pour la première, en remplaçant k par k-1, on va obtenir u k, v, n-k plus 1, k-1 à n. Parce que je vais prendre somme de k égale 1 à... oui, en prenant k égale, somme de k égale 1, du coup, à n plus 1, au lieu de k égale 0 à n. Et pour la deuxième, je ne touche pas, je laisse comme ça. Là, je sors le terme en n plus 1, k égale n plus 1, ça fera n parmi n, c'est-à-dire 1, ça fait un plus 1, et là, c'est fait 0ième, donc ça fait ça. Et là, je sors le terme en 0, correspondant à k égale 0, donc 0 parmi n, ça fait 1, donc u et v n plus 1. D'accord? Donc, je sors ces deux termes, et les autres, il reste somme de k égale 1 à n, de, et là, je peux, puisque j'ai la même chose ici, je peux factoriser par n, par k-1 parmi n, plus k parmi n, qui, je le sais, fait triangle de Pascal, k parmi n plus 1. Donc, ça me fait la somme des k parmi n plus 1 uk v n plus 1 moins k pour k allant de 1 à n, auquel je rajoute celui-là et celui-là. Et du coup, ça me fait une somme de k égale 0 à n plus 1, parce que pour k égale 0, ça vaut u0, c'est-à-dire u, v, n plus 1. Et pour k égale n plus 1, ça fait n plus 1 parmi n plus 1, ça fait 1. Ça fait u, n plus 1, v, 0. Et donc, j'obtiens ça. Et ça veut dire que le résultat est vrai à l'ordre n plus 1. Donc, j'ai fait une récurrence limitée qui me dit que le résultat est vrai pour tout n inférieur ou égal à degré de u plus degré de v. Et donc, le résultat a été... Après avoir étudié les polynômes à une variable, donc qui formaient un anneau a de x, on va étudier les polynômes de deux variables qui vont former l'anneau a de x, y. Donc en fait, on pose b égale a de x. A, c'est un anneau commutatif unitaire. Et on considère b de y. Donc a de x de y. Donc des polynômes de la variable y. Sauf que leurs coefficients sont des polynômes en x. Donc un tel polynôme va être de cette forme-là. D'accord? Les éléments de a de x, y sont des sommes de leurs coefficients, c'est des pi de x, des polynômes pi, et ensuite y. Donc des polynômes qui vont être comme ça. Somme de j égale 0 à quelque chose qui dépend de i, puisque c'est pi, a, ij, x, j, y. Alors si je pose alpha, le plus grand des alpha i quand i varie de 0 à n, et si je pose a, ij égale 0 pour j compris entre alpha i et alpha, alors je vais avoir somme de i égale 0 à n, des j égale 0 à alpha, des aj, x, j, y. Alors, évidemment, je pourrais mettre ça comme ça. Parce que entre alpha i et alpha, les aj sont nuls.
Voilà, donc après, on peut évidemment échanger les deux sommes. Et à ce moment-là, on fait apparaître que notre polynôme de la variable y devient un polynôme de la variable x. Et donc appartient à a de y de x. Donc ça veut dire que a de x de y est inclus dans a de y de x. De la même façon, en échangeant x et y, et donc on a égalité de tous ces ensembles. Voilà. Ce sont des anneaux qui sont comme... lui, c'était un anneau commutatif unitaire. A de y, c'est pareil, c'est un anneau commutatif unitaire. Et donc après, quand on prend b de y, c'est aussi un anneau commutatif unitaire. Donc ce même anneau-là, il est commutatif unitaire. Alors maintenant, je reviens à ce p ici. Donc je peux très bien écrire que p est égal à la somme pour ij appartenant à E des aij xj yi, ij appartenant, alors E étant 0, le produit cartésien de l'ensemble 0 jusqu'à n et 0 jusqu'à alpha. D'accord? Puis après, en inversant les i et les j, je peux écrire ça à somme de bij xi yj pour ij appartenant à f. Puis comme j'inverse les i et les j, je prends f est égal à ça et bij égale à j. Voilà. Donc là, en fait, j'ai fait apparaître que tout polynôme comme ça peut s'écrire de cette façon-là ou de cette façon-là. Voilà. Second paragraphe, si je prends i et j appartenant à n, xi, yj est un polynôme de a de x de y, puisque là, j'ai un polynôme de a de x. Et là, c'est la variable y. Donc si je considère p égale somme des lambda ij xi, yj, ij décrivant une famille finie de n2, donc la somme est parfaitement licite, eh bien, puisque cela appartient à a de xy, cette somme, puisque c'est un anneau, a de xy, va appartenir à, cette somme va appartenir à a de xy, donc p appartient à a de xy. Et si je note n égale le sub des j, le sub des j pour lesquels il existe un i, enfin, les subs de j pour lesquels il existe un i tel que ij appartient à E, et alpha, le sub des i pour lesquels il existe un j tel que ij appartient à E, eh bien, je vais obtenir, en posant lambda ij égale 0 pour tout ce qui n'est pas dans E, c'est-à-dire pour tout ce qui est là-dedans, moins E, E c'est forcément une partie de ça, alors je vais avoir P qui sera égal à la somme de j égale 0 à n, des sommes de i égale 0 à alpha, des lambda ij, xi, yj. Parce que i varie entre 0 et alpha. D'accord? Et j varie entre 0 et n. Voilà. Et donc, ce polynôme, cette somme, je l'ai ramené à ce genre d'écriture. D'accord? Voilà. Donc j'ai montré en fait qu'il y a équivalence entre ça, d'avoir une écriture comme ça, et d'avoir une écriture comme ça. Enfin, je terminerai en disant que p égale 0 si et seulement si la somme des lambda ij, xi, alors oui, p égale 0 si en fait tous les coefficients sont nuls. C'est-à-dire il faut que ça soit nul, quel que soit j. D'accord? Donc il faut que somme de lambda ij, xi soit nul, quel que soit j. Bon, ça c'est un polynôme, donc c'est nul si lambda ij est nul. Et comme c'est, donc quel que soit i allant de 0 à n. Et comme c'est quel que soit j, ben, ça veut dire que lambda ij est égal à 0, quel que soit i décrivant 0n et j décrivant 0 alpha. Et là-dedans, dans ce produit, évidemment, il y a E. Donc en particulier, tous les lambda ij vont être nuls quand ij décrit E. Donc P appartient à A de xy, P égale ça, inclus dans les deux, P égale 0 implique que les lambda ij sont nuls quand ij appartient à E. Mais inversement, si ij appartient à E, si lambda ij est égal à 0 quand ij appartient à E, ça veut dire qu'au départ, je me suis choisi un polynôme où tous les coefficients étaient nuls. Donc évidemment, c'est le polynôme nul, c'est donc P est égal à 0. Voilà. Donc un polynôme est nul, un polynôme qui est donné comme ça, il est nul si et seulement si chaque coefficient en ij est égal à 0. Égalité de deux polynômes de a de xy. Donc je me donne deux polynômes avec leurs coefficients en xy.
Et donc ici, IJ appartient à une partie E de n au carré, une partie finie, et là à une autre partie finie de n au carré. Alors la réunion est finie et je peux l'inclure dans une partie que j'appelle ici I, qui est le produit cartésien de deux intervalles de n. Donc j'ai évidemment posé lambda ij égale 0 si ij appartient à i moins e, et aij égale 0 si ij appartient à i moins f. D'accord? Donc en rajoutant des zéros, ça ne change pas l'égalité, bien sûr. Donc je vais faire passer tout ça du même côté. Et d'après ce que j'ai dit précédemment, ce polynôme est un polynôme nul si et seulement si tous ses coefficients sont nuls. Donc, c'est-à-dire que les lambda ij moins aij sont nuls, quel que soit ij appartenant à i. Donc en particulier, ça voudra dire que tous les coefficients qu'on avait au départ, dans ces deux écritures, vont être égaux du moment qu'ils ont les mêmes indices. Donc aij est toujours égal à lambda ij. Remarque, hein, si A est inclus dans A de x, alors non, c'est pas si. A est inclus dans A de x. Parce que avec A, on fait tous les polynômes constants. Donc A de x, lui, qui est l'ensemble des coefficients des polynômes de A de xy, c'est pareil, il est inclus dans A de xy. Alors si je prends x plus y, évidemment, c'est un polynôme de A de xy, hein, parce que c'est x puissance 1, y puissance 0, hein, qui appartient à A de xy, et ici c'est y puissance 1 et x puissance 0. Idem, 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 tout ça, ça appartient à A de xy. X plus y à la puissance n, lui aussi il appartient à xy. Et il est obtenu en substituant x plus y à x dans x puissance n. Donc ça, on l'a déjà fait avec x plus a, il suffit de substituer y à a. Et la formule de binôme de Newton nous donne ça. Et nous donne ça. C'est pareil. Enfin, je terminerai en disant que si P est un polynôme de k de x, k égale R ou C, et A appartenant à K, alors on avait vu que P de x, formule de Taylor, était égal à ça, hein, si n est le degré de P. Évidemment, en remplaçant x par x plus a, j'obtiens P de x plus a égale ça. D'ailleurs, en fait, c'était l'inverse, on avait fait ça, et à partir de là, on avait obtenu ça. Alors maintenant, si je substitue y à a, je vais obtenir P de x plus y égale somme de 0 à n des pk iem de y sur factoriel k x puissance k, et par symétrie en échangeant x, y, somme de pkm de x sur factoriel k, y puissance k. On termine ce chapitre par un paragraphe, par des paragraphes un peu fourre-tout. Alors on a parlé de polynôme à n indéterminé, donc c'était l'anneau a de x, puis il y a deux indéterminés, a de x, y, parfois je dis variable au lieu d'indéterminé, j'ai tort d'ailleurs. Et on peut envisager à n indéterminé. A c'est un anneau commutatif unitaire, et donc par récurrence on construit a de x1 jusqu'à xn par la relation a de x1 jusqu'à xn plus 1 égale a de x1 jusqu'à xn en xn plus 1. Ça veut dire que la variable est xn plus 1 et que les coefficients sont des polynômes de celui-là. Et celui-là a été construit précédemment par la même relation. De toute façon, c'est une définition par récurrence. Donc ça commence à a de x. Ensuite, on construit a de xy qui est égal à a de x de y, etc. Un polynôme de cet anneau commutatif, donc unitaire, bah, c'est un élément de la forme. Eh bien, il y a des coefficients multipliés par x1 puissance alpha 1, x2 puissance alpha 2 jusqu'à xn puissance alpha n. Et ces coefficients, donc leurs indices décrivent une partie finie de n puissance 1. Et P est égal à 0 si chacun des coefficients est nul. Ça peut se démontrer par récurrence.
par exemple. Voilà. Si K est un corps commutatif, K de X est un K espace vectoriel de base tous les Xn, c'est-à-dire 1, X, X2, etc. Bon, alors ça c'est... Alors évidemment, il y a des dimensions infinies. Hein. Ça c'est facile à voir puisqu'un polynôme s'écrit en fonction des Xn. C'est une somme finie hein, alors, soit le polynôme est nul, bon, le polynôme est nul, hein, 0 appartient à cet espace, soit le polynôme n'est pas nul, il a un degré n qui n'est pas égal à moins l'infini, et dans ce cas-là, on sait que le polynôme s'écrit somme des lambda k, xk, pour 0 à n. Et donc, il s'écrit, c'est-à-dire que c'est comme une somme finie avec des x puissance k, donc c'est bien une partie génératrice. Et c'est une partie libre parce que si ça est égal à 0, bah, ça équivaut à dire que tous les lambda k sont égaux à 0. Voilà. Donc on a un k espace vectoriel. On peut avoir un autre espace vectoriel, cette fois-ci de dimension finie, en considérant les polynômes de degré inférieur ou égal à n. Parce qu'effectivement, si on additionne deux polynômes de degré inférieur ou égal à n, si on multiplie par lambda un polynôme de degré inférieur ou égal à n, on obtient un polynôme de degré inférieur ou égal à n. Notez que j'ai bien pris k de x hein, parce que il faut avoir un k espace vectoriel. Hein, on parlait d'espace vectoriel. Voilà, donc lui, sa base, ben, c'est 1x jusqu'à xn, hein, pour les mêmes raisons qu'ici. Et évidemment, c'est un sous-espace. Alors, il est de dimension donc n plus 1, parce que ça c'est x puissance 1, ça c'est x puissance 0. Et évidemment, c'est un sous-espace vectoriel de k de x. De la même façon, k de xy est un KEV de base ça, donc infini. Et les k de x1 jusqu'à xn est aussi un KEV dont la base est ça. Infini aussi. Enfin, j'ai oublié de dire quelque chose, je l'ai mis à la fin. A de x1 jusqu'à xn, on avait vu que A de xy c'était pareil que A de yx, quand on avait deux indéterminés. Quand on en a n, on peut aussi permuter. Donc c'est égal à A de x gamma 1, x gamma 2 jusqu'à x gamma n. Gamma est une permutation de 1 jusqu'à n. Bon, ça aussi, ça se démontre facilement en faisant une récurrence sur n. Et enfin, je terminerai par ça. Q de x est infini dénombrable. Alors, Q de x, c'est quoi? C'est les polynômes de degré 0, enfin, et puis ensuite tous les polynômes de degré n pour n supérieur ou égal à 1. Alors, si je prends les polynômes, là j'appelle, alors c'est pas tout à fait comme ça, hein. Là j'appelle Qn en fait les polynômes qui ont le degré n, et non pas inférieur ou égal à n. Donc ces polynômes de degré n, ben, ils sont caractérisés par une suite A0 jusqu'à n avec an différent de 0. C'est pour ça que j'ai mis dans Q étoile. D'accord? Donc là on a une bijection de Qn de q à la puissance n-1 fois q étoile vers qn de x, qui a cette suite-là associée sur le polynôme. Et donc ça veut dire que qn de x est équipotent à ça. Alors ça c'est quoi? Q est dénombrable. Donc q à la puissance n-1 produit dénombrable, produit fini, l'ensemble dénombrable est dénombrable. Produit cartésien de deux ensembles dénombrables, parce que lui il est dénombrable aussi, c'est un infini dénombrable auquel on enlève un élément, c'est l'élément 0. Donc ça c'est dénombrable, d'accord? Eh bien Q de x c'est une réunion d'un ensemble dénombrable, d'accord? Et quant à ça c'est une union dénombrable d'ensembles dénombrables. Donc c'est dénombrable. Et donc la réunion de ces deux ensembles dénombrables fait que Q de x est dénombrable.